Donc au début, j'avais envie d'écrire sur un chanteur, un personnage de chanteur. Et puis parallèlement, j'ai vu à la télévision un reportage donc, sur la voiture présidentielle de Barack Obama, donc, qui est une voiture très spéciale, donc, c'est une Cadillac, mais qui est blindée, qui est suréquipée, donc c'est une porte aussi lourde qu'une porte d'avion, c'est des pneus qui peuvent rouler, même crever. Elle résiste à toutes sortes d'attaques, enfin en tout cas apparemment. Et donc pour cette raison-là, les services secrets l'ont surnommé The Beast, donc, d'où le titre du livre. Et donc à partir de ces deux éléments-là, je me suis dit que j'allais écrire un récit qui serait plus ou moins organisé autour d'un personnage de président, donc qui du coup est véhiculé de meeting en meeting. Et puis ces meetings, ils se présentent vraiment comme des shows, quoi, comme des spectacles où il s'agit donc de convaincre, voire d'assommer les auditeurs à coups de sons, d'images, d'effets de fumée, de déhancher aussi, puisqu'il c'est un président qui se déhanche beaucoup sur scène. Et puis à côté de ce personnage-là, donc, et puis de cette fameuse voiture, on suit aussi deux hommes de main du président, donc, qui ont des noms, ou plutôt des surnoms d'animaux. Donc le cheval, qui disparaît assez vite, et puis le rat, que là on suit tout au long du livre. Et puis le récit suit également un autre personnage, de manière plus épisodique, mais qui est la première dame, donc la femme du président, qui est une ancienne chanteuse, une ancienne diva. Et à partir de ces personnages-là, donc l'enjeu du livre, c'était pas tellement de suivre une carrière politique avec éventuellement la chute de ce président. L'idée, c'était plutôt de voir, de décrire du même coup l'épuisement de ce corps politique qui en est réduit, enfin qui est contraint à se donner en spectacle pour avoir un effet sur les statistiques, sur les sondages et ce genre de choses. Et par rapport à l'organisation du récit, tous ces corps finissent vraiment par être épuisés, donc que ce soit le corps du président, le corps de la première dame, ceux des services secrets, ceux des hommes de main du président. Et le seul corps qui s'en sort finalement à peu près, c'est justement celui de la voiture, donc de Beast. Et cette voiture, donc, qui est aussi un élément vraiment important dans le récit, j'ai essayé en tout cas de ne pas l'humaniser, enfin de ne pas lui donner une forme humaine. Et finalement, elle relèverait plutôt de la figure de l'automate, quoi. Elle se conduit toute seule, elle suit ses propres programmes. Les cuirs de ses sièges donnent l'impression qu'on est sur une peau synthétique, donc elle produit comme ça des effets un peu étranges. Et du coup, cette étrangeté de la voiture, je pense qu'elle aussi, elle a des effets sur tous les autres personnages, puisque tous les autres personnages sont également un peu non-humains, quoi. Le président et la première dame sont comme des robots de plus en plus désarticulés. Bon, les hommes de main du président ont des surnoms d'animaux, ils portent des masques d'animaux parfois. Et puis les services secrets, eux, ils basculent vers la mutation, parce que finalement, pour répondre à toutes les menaces qui pèsent sur le président, ils sont obligés de muter. Voilà pour les personnages, enfin en tout cas les figures qui traversent le récit. Et pour l'organisation donc du récit, l'organisation globale, ce que j'avais envie de faire, c'était de créer des sortes de raccords-mouvements systématiques entre les paragraphes. Donc de passer du mouvement de la voiture au mouvement de ces deux hommes de main, au mouvement de la première dame. Et l'idée, c'était d'essayer de produire un glissement continu. Et dans ce glissement-là, l'espace, les actions, les situations, elles n'ont jamais le temps de vraiment se mettre correctement en place, quoi. Finalement, elles sont toujours amenées à se défaire ou à se diluer. Et l'idée, je crois, avec ces raccords mouvements, c'était
d'essayer de reproduire en littérature les effets spéciaux du cinéma, les effets spéciaux qu'on peut voir dans les films d'action, cette insistance sur le mouvement, l'explosion, un aspect comme ça un peu grandiose et qui matraque un peu les sens des spectateurs. Donc c'est ce que j'avais envie d'essayer de reproduire. Et donc pour essayer de reproduire ça, j'ai vraiment essayé d'accentuer le mouvement de la voiture, les gestes, les actions des personnages, et puis aussi du coup des situations de crise, enfin des situations critiques qui permettent pas du tout à la psychologie des personnages de se développer, quoi. Et de ce point de vue-là, ce récit, comme les précédents, est un récit qui met en scène un petit peu la déroute de la psychologie ou de l'intériorité des personnages. Donc ça aussi, c'était un point. Et un autre point, c'est le rapport au récit, au scénario, ou à ce que les Américains appellent le narrative. Par exemple, donc le narratif du président Barack Obama ou le narratif de tel ou tel personnage politique, c'est-à-dire cette manière de systématiquement mettre en scène l'action politique et même de la surjouer, quoi, de surjouer telle position politique, de surjouer tel événement politique et vraiment de le présenter sous le mode de la fiction. Donc j'avais aussi envie de confronter ce storytelling, enfin toutes ces techniques de storytelling à la fiction, quoi, et de les reprendre à travers la fiction. Et il y avait notamment, en fait, il y a deux choses qui m'avaient frappée, enfin c'est à quel point les Américains parlent systématiquement de narrative dès qu'ils parlent d'un homme politique ou d'une situation politique, mais c'était aussi il y avait un tweet très particulier qui avait tweeté la police de Boston quand ils avaient arrêté les suspects de l'attentat, c'était en avril 2013. Et de mémoire, donc le tweet disait captured, donc en majuscule, 3 points d'exclamation. The hunt is over, the search is done, the terror is over, and justice has won, suspect in custody. Et ça aussi, ce genre de message comme ça, c'est une manière de faire un film d'action à partir d'un élément réel et d'un élément de la politique, de la situation politique du pays. Et il y avait un autre élément qui m'avait marqué aussi, et dont s'inspire un peu le récit, c'était la photographie prise dans la Situation Room au moment de l'attaque sur le logement, le compound de Ben Laden. Et là aussi, cette photo-là, c'était une manière très claire de mettre en scène, de fictionnaliser l'action politique en insistant sur les regards, en insistant sur le hors-champ de l'image. Donc voilà, l'idée c'était aussi de partir de cette fiction du politique et de rajouter une couche de fiction par là-dessus. Ou bien, pour le dire autrement, l'idée c'était de défaire ce storytelling et cette fiction du politique par la fiction littéraire. Et de la défaire au sens où on voit bien que dans le storytelling, il y a toujours une ligne narrative claire, nette, établie. Et là, au contraire, dans Beast, donc dans cette fiction littéraire, la ligne narrative, elle se dissout justement dans les multiples revirements de l'action, les déplacements du véhicule, des personnages, etc. J'ai écrit, j'ai vraiment en tête, alors pas le scénario, pas de faire un scénario de film, ça aurait pas de sens, mais j'ai vraiment en tête le cinéma, quoi, les images de films d'action. Donc moi je le verrais tout à fait adapté. En plus la voiture c'est un élément complètement cinématographique, quoi, donc c'est sûr que ça irait très bien. Figures, et du coup c'est vrai que c'est des figures aussi très visuelles, quoi. Le président il se manifeste à travers tous ses mouvements sur scène, c'est des gestes assez brutaux, et puis oui, ces deux hommes de main avec leurs masques, aussi c'est des figures qui visuellement sont très, je pense sont assez présentes, quoi. Vous verriez qui comme metteur en scène? Moi, je pense que là il faut des metteurs en scène un peu pour la voiture, Cronenberg il a fait des bonnes choses sur le rapport entre, parce que c'est beaucoup le rapport entre le corps et la machine, Crash. C'est un peu le cyborg, Crash, donc ça c'est vrai que ce serait plutôt des metteurs en scène comme ça.
Ces heures creuses, elles sont faites déjà de paragraphes, donc sans chapitres, parce que c'est une structure qui me permet, moi, d'écrire de manière plus libérée d'un certain type de narration, en tout cas qui me permet de diluer les événements, la narration, etc. Et du coup, ce que j'essaie de faire ensuite, c'est de décrire plutôt des espaces vraiment précis, puisque il n'y a pas d'espace global dans ces heures creuses, ça se passe à des angles de rue, à tel bar ou tel trajet précis. Et ensuite, j'essaie de restituer des sensations et des perceptions. Et je pense que ce qui fait ces heures creuses, c'est justement une sorte de crise qu'on voit un peu au début, qui est un peu sociale, un peu politique. En même temps, c'est un peu flou, c'est volontairement flou, puisque c'est du point de vue de ce narrateur qui sait pas trop ce qui se passe. Et puis ça devient ces heures creuses qui physiquement sont dures à supporter, ça devient une présence animale et végétale qui se développe, ça devient des disparitions, une invasion invisible, voilà, ça prend de l'ampleur. Et finalement, ce serait une sorte de fin de monde. Sauf que mon idée, c'était que une fin de monde, on sait jamais ce que c'est en fait, on sait jamais ce qui se passe, on sait jamais ce qui finit, quoi, vraiment dans une fin de monde. Donc c'était ça, et l'idée, en fait, c'était de montrer que cette fin de monde, c'est avant tout une modification dans les perceptions et les émotions du personnage. C'est pas tellement que... Enfin, il y a des bâtiments qui s'écroulent, on sent que la population de la ville se vide, mais c'était surtout de coller aux perceptions du personnage et de montrer comment son rythme, il se décale finalement peu à peu du rythme de la ville, des animaux, etc. Il est plus du tout en accord, il est complètement décalé. Et c'est essayer de donner à sentir ça en créant justement entre les paragraphes de plus en plus une sorte de faux rythme. Et en ne donnant pas ou peu d'indications temporelles, c'est des indications temporelles très floues, c'est complètement indéfini. Donc essayer de créer aussi une posture pour le lecteur qui n'est pas forcément confortable, parce qu'on ne sait pas où on est, on ne sait pas ce qui se passe, mais en même temps, justement, si on veut décrire une crise qui se poursuit jusque dans les perceptions du personnage, jusque dans son mode de vie, si on veut décrire une fin de monde, on est obligé aussi d'avoir une écriture inconfortable et qui laisse pas de zone de confort ou de zone de prise au lecteur et à la description aussi. Donc c'est fait de ça surtout. Ensuite, c'est une fin de monde motorisée. Bon, la voiture a un rôle assez important. J'aimais bien déjà ce modèle de Lotus qui est pas aérodynamique mais qui est plat et étalé. Ça me plaisait. Et puis l'idée d'un espace très concentré, très confiné, et qui en même temps ouvre sur de grandes étendues, ouvre sur une situation de vision. Je pense que là ça rejoint aussi Oli Lewis, c'est qu'on a encore un narrateur qui est dans une position de vision finalement, avec cette voiture et le fait qu'il roule. Il y a ces paysages qui glissent sur les vitres, le pare-brise, avec des jeux de surimpression. Donc encore voilà un narrateur en situation de vision et des perceptions qui s'enchaînent de plus en plus vite, qui se brouillent, s'interpénètrent. Il y a toute cette dimension-là aussi, il y a toute la dimension de l'air climatisé aussi en contraste avec l'air de plus en plus lourd et humide de la ville, qui était important pour la voiture. Et puis aussi le fait que justement là il a une possibilité de maîtrise sur cette mécanique qui lui permet de recoller un peu à ce rythme de la ville qu'il est en train de complètement perdre en fait. Et ce qui me plaisait aussi, c'était l'idée que cette mécanique, évidemment, peu à peu, elle se dérègle aussi. Il y a des cliquetis inquiétants dans la machine qui arrivent. Et ça permettait de redoubler un peu le dérèglement des perceptions, des émotions du personnage. Et la dernière chose dont sont faites aussi ces heures creuses, c'est ce personnage donc féminin, donc Gertrude Jekyll, qui en fait est un peu le même genre de personnage qui moi me touche, qui est un peu comme Oli Lewis, c'est-à-dire des personnages qu'on va pas prendre selon un angle psychologique. L'idée c'est pas de décrire ou de donner à sentir, de donner à voir les émotions de ces personnages, mais c'est de dire que ces personnages ils ont des types de présence très différents. Ça peut être un fantôme, ça peut être un souvenir, ça peut être un zombie, ça peut être ce genre de choses, en même temps qu'une femme réelle qui aurait disparu. Et c'est surtout des personnages qui pour moi fonctionnent de manière plastique. C'est-à-dire c'est pas un personnage qui est triste ou en colère, mais c'est un personnage qui a telle texture de peau, telle transformation du visage,
telle lumière autour de lui. Voilà, c'est cette manière-là de décrire les personnages. Et je crois que j'ai fait le tour. J'ai voulu décrire des images. Des images qu'on voit beaucoup tourner donc sur YouTube ou des choses comme ça a été un peu une inspiration de base. Et après il y a beaucoup de choses qui se sont mêlées. J'avais envie aussi de retrouver un peu à travers ces images une langue un peu, pas forcément poétique, mais qui serait un peu en décalage par rapport à ce matériau premier. Et puis c'est vrai que j'avais envie d'être dans un univers un peu d'anticipation, avec donc ces corps, ces vieux, donc aussi qui sont a priori pas forcément des personnages qu'on voit. En fait, j'avais envie de faire un peu comme un film d'action mais en livre, et un film d'action un peu, pas dégénéré mais un peu quand même, à partir de ces images-là. Et ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'était tous ces documents écrits qu'on trouve donc sur Wikileaks ou d'autres, donc qui sont vraiment des documents en langue officielle en fait, quoi, de crimes tout simplement, de corps morts. Et le fait de procéder comme ça par écran, par des paragraphes parfois assez courts, assez secs, avec des descriptions pareillement donc d'assassinats, etc. Ça a été, c'était un peu ce que j'ai voulu faire aussi. Puis j'avais envie d'avoir un personnage un peu comme une légende, un personnage un peu qui se déforme, qui fait qu'on peut le décrire de manière différente, mais un personnage assez fort quand même. Holly Lewis, c'est un peu ça, quoi. Et puis d'avoir une relation de vision donc entre cette personne qui regarde les écrans et ce chef que finalement il ne croise jamais. Une relation d'autorité et en même temps d'admiration, mais par la vision et à distance, quoi. Et par écran, donc par action, par coup d'action, quoi, par action très sèche, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans le jeu vidéo, où en fait tout à coup on est plongé dans une action, on fait une action, et on a soit des actions qui s'enchaînent, soit des temps de pause. C'est vrai que le découpage, ça peut renvoyer à une logique de jeu vidéo, mais je pense que c'était plus une interface comme YouTube qui m'a interpellée. Mais évidemment, je pense qu'il y a... le jeu vidéo au niveau des images a dû influencer aussi. Là où on se situe, dans quelle ville c'est, au niveau de l'époque, on sait pas du tout non plus. Bon, finalement, ça c'est pour me donner une liberté, mais après c'est vrai que oui, c'est des descriptions assez concrètes, assez réelles, et ça m'a été... C'est une envie que j'ai eue en voyant ces images de YouTube, mais c'est vrai que dans les jeux vidéo aussi, on a quelque chose de très concret, avec en ce moment un hyper réalisme dans tous ces jeux de guerre, donc comme Call of Duty ou d'autres choses. Et c'est vrai que c'est très proche en fait, c'est des types d'images assez proches, ouais. Mais je pense que là, c'est vraiment comme ça des successions d'actions, un peu sans trajet global, quoi, sans lien global, mais simplement une succession de meurtres, d'attaques. C'est vrai que ça, je pense que ça vient aussi du jeu vidéo, ouais. Les guerres, on en trouve beaucoup, hein. Là, il y avait ça, je l'ai vu après, mais comme la vidéo de Collateral Murder, quoi, qui a été sortie sur Wikileaks aussi, où on voit clairement une bavure, un fait de guerre, une bavure de guerre, quoi. Et c'est vrai que c'est des images qu'on voit beaucoup, qu'on voit continuellement, et puis même dans les... moi en tout cas j'ai l'impression depuis quelques années d'être sans cesse confrontée à ce genre d'images, quoi. Ça se passe toujours dans des déserts, dans des ruines, dans des villes un peu en ruine, avec des murs un peu blancs comme ça, une architecture particulière, quoi, qui correspond à ces villes-là.
Et j'ai eu envie de reprendre ça et de mêler ça aussi à d'autres choses de la littérature, quoi, les chevaliers par exemple, ou des choses comme ça, quoi, sans être une connaisseuse du tout, mais j'avais envie de mêler plusieurs choses, quoi. Oh yeah. Donc déjà c'était l'envie d'écrire sur le football, et puis l'envie que ce soit pas simplement un thème, mais que ça engage aussi un travail au niveau de l'écriture, que ça soit que ça pose un problème au niveau de l'écriture et puis qu'il faille essayer d'y trouver des solutions. C'était ça qui m'intéressait. Et puis surtout, c'est une envie qui est née et qui s'est développée de manière un peu anecdotique, on peut dire, mais qui a son importance. C'est en regardant beaucoup de matchs à la télévision, ça passe vraiment par le média de la télévision principalement. En regardant aussi beaucoup de compilations de gestes, de joueurs, donc qu'on peut trouver sur YouTube, que ce soit des tirs, des coups francs, des dribbles, ce genre de choses. Et puis aussi à travers les articles de l'équipe, leur description de match, les comptes rendus de match, les photographies aussi. Donc je me suis dit que à partir de tout ça, il y avait déjà un matériau qui était intéressant à essayer de traiter en littérature. Donc des images à essayer de retranscrire, cette fois dans le domaine de la littérature. D'autant plus un matériau d'autant plus intéressant que le football tel qu'il nous est présenté, tel qu'il est médiatisé, on se rend compte que c'est déjà un réservoir de narration, entre guillemets. C'est déjà des scénarios en fait qui nous sont présentés, que ce soit par exemple au niveau d'une saison en Ligue 1 ou en Première Ligue pour l'Angleterre ou autre, il y a le scénario de la saison, voilà, quels sont les clubs qui sont les plus susceptibles de l'emporter, les revirements de situation, les naufrages, etc. Les scénarios plus resserrés au niveau des matchs, souvent dans les articles, les comptes rendus des matchs se présentent comme des scénarios. Et puis aussi, autre type de narration ou de scénario, c'est dans la trajectoire des joueurs ou des entraîneurs au fil de leur carrière, à travers différents clubs, etc. Et sur ce point-là, on se rend compte d'ailleurs qu'aujourd'hui, dans le football tel qu'il est présenté à travers tous ces différents médias, ce qu'on demande aussi aux entraîneurs, c'est d'être capable de produire des scénarios, éventuellement de les renverser. Si on prend comme exemple donc cet entraîneur de Chelsea aujourd'hui, donc José Mourinho, qui dans une conférence de presse s'était justement autoproclamé The Special One. Donc il disait, je suis pas un entraîneur parmi d'autres, je suis The Special One. Donc là on a déjà quelqu'un qui pose tout simplement son personnage, quoi, et qui à partir de là va créer des scénarios pour ce personnage à chaque nouvelle saison, à chaque changement de club, des affrontements avec des nouveaux rivaux, etc. Donc moi je suis partie de là et j'ai voulu faire fonctionner le football donc comme réservoir de fiction et aussi comme réservoir de description. Donc ce qui m'a intéressée dans Mister, c'était vraiment de décrire les gestes, même la tension des muscles au moment des tirs d'un joueur, et puis essayer de faire aussi de ces joueurs, de ce staff et de cet entraîneur des espèces de créatures littéraires, vraiment de véritables créatures de fiction. Donc j'ai choisi d'articuler le récit autour de cette figure de l'entraîneur, donc d'où le titre du récit Mister, qui est le nom générique de ce personnage principal, puisque donc Mister c'est ce nom qu'on donne à l'entraîneur dans les clubs italiens, et puis c'est un nom maintenant qu'on donne même en France parfois ou dans d'autres pays à l'entraîneur. Et Mister, je trouvais ça bien comme désignation parce que il y a une dimension un peu plus large que simplement dans le terme de coach ou entraîneur, où là on a simplement ou plutôt la dimension tactique, stratégique, technique. Avec Mister, il y a la possibilité d'une dimension autre. Et cette figure de l'entraîneur, elle était intéressante comme moteur pour la fiction, parce que c'est une figure qui va se retrouver
au centre d'une structure hydre à plusieurs têtes, on pourrait dire, donc avec d'un côté les joueurs, les agents des joueurs, tout ce qui va concerner les transferts, l'argent des transferts, mais aussi le staff et tout cet aspect de la gestion presque médicale en fait des corps, quoi, des corps des sportifs. Donc on a vraiment affaire à une figure qui se retrouve dans une situation de contrôle, parce qu'un entraîneur contrôle quand même son équipe, la stratégie à mettre en place, etc. Et qui en même temps est forcément, enfin, en tout cas vu de l'extérieur, on a l'impression qu'ils sont forcément écrasés tellement toutes ces dimensions sont énormes et importantes. Donc à partir de cette figure-là, et vraiment en situant le point de vue au plus près de cet entraîneur, on est tout le temps collé à lui, à ses réactions, à ses sensations, on est presque dans son crâne. À partir de là, donc j'ai pu développer ce que je voulais faire dans le livre, à savoir une espèce de perception troublée. Une perception troublée parce qu'on n'a pas dans le récit il n'y a pas de vision d'ensemble, il n'y a pas de perception un petit peu claire et d'ensemble. On ne voit pas les matchs dans leur entièreté, par exemple, on n'a pas de perception d'ensemble des matchs. De la même manière, on n'aura pas de perception d'ensemble, de vision d'ensemble des rapports de force entre cet entraîneur, le staff et les joueurs. C'est quelque chose qui reste assez trouble et finalement assez confus. Donc le récit va plutôt fonctionner par bribes, par extraction de moments ou de détails, et qui, le temps d'une description, vont se retrouver grossis, vont se retrouver démultipliés. Donc c'est un récit où on n'a pas du tout on n'a pas un espace qui va se déployer, il n'y a pas de temps de respiration non plus vraiment. C'est un récit qui volontairement est assez irrespirable en fait. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie que la lecture soit prise dans cette tension qui s'exerce sur ce personnage de l'entraîneur. Et cette tension, j'avais à cœur aussi qu'elle soit pas simplement psychologique, ou bien essayer de dramatiser à l'extrême cette psychologie, puisque donc cet entraîneur, donc Mister, il va traverser donc une série de crises. Il va aller de crise en crise. Et ces crises-là, elles le transforment, elles le bouleversent physiquement. Donc la forme de son visage va changer, la texture de sa peau change, la forme de son menton, de son nez, ses cheveux aussi changent. Il y a une espèce de dégradation et de transformation du personnage à travers toutes ces crises. Et malgré ces crises à répétition, il continue. Enfin, dès le début du récit, il est dit qu'il est déjà à bout, il est déjà épuisé, complètement énervé, il n'en peut plus, mais il continue quand même, donc un peu comme une sorte de mécanique qu'on remonterait tout le temps et qui continuerait à fonctionner, mais presque malgré elle, quoi, finalement. Et c'est un personnage qui pour survivre, enfin pour continuer justement à entraîner, etc., qui essaye de s'emmurer vivant en quelque sorte, qui essaye vraiment de murer ses émotions, de se calfeutrer. Donc on le retrouve très souvent emmitouflé dans des manteaux qui laissent pas du tout passer d'air. Il est pris tout le temps dans des salles de réunion, il est calfeutré dans sa voiture, dans sa villa. Il n'a pas de contact avec, il a pas de contact avec l'extérieur, quoi, finalement. Et ce personnage-là, j'ai essayé en tout cas de le décrire, et aussi au cours du récit, à travers toutes ces crises successives, etc., d'essayer de le décrire un petit peu entre l'automate et la statuette, le totem, quoi. C'est quelque chose qui revient à plusieurs reprises dans le livre. Alors c'est pas le seul personnage, il y en a d'autres, mais qui sont complètement indéterminés. Par exemple, donc, les joueurs ne sont pas nommés. Donc on pourra éventuellement reconnaître peut-être des gestes ou des attitudes, mais ils sont pas nommés. Le staff, c'est une entité générale, c'est le staff, mais là aussi ils sont pas individualisés. Et la femme de l'entraîneur, donc la femme de Mister, elle n'a pas de nom et elle n'a pas vraiment d'existence, au sens où elle existe dans ce récit, mais en le quittant, quoi, en quittant Mister et en quittant cet univers, donc en s'en allant. Donc on a cette espèce de fond un peu flou, en tout cas indéterminé, et de ce fond flou, seul Mister se détache.
Il y a d'autres, alors pas des personnages cette fois, mais peut-être plutôt des figures qui vont entraîner le récit davantage vers une dimension du fantastique. Donc notamment l'argent, la structure des stades avec les spots lumineux, les structures d'acier, etc. Les villas des joueurs et aussi les images. Et ces éléments-là sont importants parce qu'ils sont traités donc, comme des espèces de fantasmagories. L'argent, par exemple, dans Mister, c'est vraiment ce qui court dans les murs, c'est ce qui a une existence un peu fantastique, c'est ce qui peut vraiment vous déformer, voire vous vaincre complètement, quoi. Les structures du stade, c'est aussi un espace un peu monstrueux, donc c'est un espace trop grand, un espace qui encercle, avec en même temps ces espèces de trouées complètement dramatiques sur le ciel, quoi, avec un ciel qui peut s'abattre comme ça éventuellement sur la pelouse. Et puis les villas, elles sont décrites dans le récit comme des espaces morts, quoi, comme des espaces morts qui vont figer les pensées, figer les émotions, et les murs de ces villas, elles construisent des sortes d'angles, de coins qui peuvent vous prendre au piège, quoi. Donc là aussi, c'est des espaces, des éléments dangereux. Et les images, mais que ce soit les photographies qu'on prend des joueurs, que ce soit les images de télévision, les images, ce sont des espèces de petites peaux qu'on va vraiment arracher au corps des joueurs ou au corps de l'entraîneur quand on le photographie, etc. Et ce sont des éléments qui vont se multiplier et proliférer de manière un peu monstrueuse. Donc ce sont des éléments donc, auxquels se retrouve confronté Mister, et qui vont indiquer que le football, pour ce personnage-là, c'est finalement toute une autre dimension. Puisque le fond de l'affaire, on pourrait dire pour ce personnage, pour ce Mister, c'est que lui, ce qu'il voit dans le football, et c'est là un petit peu le fond de sa crise, on pourrait dire, c'est que lui, il y voit la possibilité de chants, quoi, un peu comme des chants indiens, et il voit la possibilité de guérir ses joueurs, d'exorciser l'argent, de réveiller les esprits animaux de ses joueurs, ce genre de choses. Et ce personnage-là, donc Mister, pour lui-même, en fait, ce qu'il voudrait, ce qu'il cherche tout au long du récit à travers ces crises successives, c'est une transformation radicale au bout du compte, une transformation radicale, mais là où dans le football il n'y a que des comebacks, quoi, il n'y a que des retours, mais il n'y a pas cette transformation là que lui recherche, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est une petite ville dans l'état de Washington aux États-Unis, donc au nord-ouest des États-Unis. Donc c'est dans ce cadre-là que se situe le récit. Le récit, on peut dire aussi, pour le présenter généralement, qu'il se situe dans un futur proche. C'est un peu une forme d'anticipation, mais vraiment non spectaculaire, donc on n'est pas obligé de le remarquer. Et c'est un récit à plusieurs voix, c'est un peu comme une galerie de portraits. Et ça tourne autour, disons, de relations de famille, donc des rapports de couple, des rapports filiaux et des relations de voisinage aussi. Et donc c'est une forme de récit familial, mais ce récit familial, c'était aussi l'occasion de mettre en scène une technologie plus ou moins imaginaire, qui est le psychothèque, et qui est une sorte de simulation de thérapie que deux personnages au cours du récit vont utiliser. Donc l'une s'appelle Gail, l'autre Lorraine. Et ce psychothèque, donc c'est de la réalité virtuelle, donc ils mettent des lunettes de réalité virtuelle, et puis ça propose des simulations de psychanalyse, mais c'est aussi en même temps un peu un coaching de bien-être.
Il y a des séances de méditation, de relaxation, et ça permet aussi de reconstituer des scènes déjà vécues. Et comme ça, ensuite, l'utilisateur peut se déplacer dans la scène et interagir avec les éléments. Et aussi, ce psychothèque, il collecte et il analyse les données de ses utilisateurs, et après, ça lui permet de faire les meilleures recommandations selon le programme. Et ces recommandations, ça peut aller de acheter tel ou tel canapé à se rendre à tel ou tel meeting politique. Et ce psychothèque, il a été assez important parce que ça m'a permis du coup de faire un récit familial qui est pas trop mon domaine a priori, mais de le faire en dehors d'une perspective psychologique. C'est-à-dire que Voilà va pas décrire les enjeux psychologiques de telle ou telle relation, de tel ou tel affect. En fait, on décrit pas des sentiments, mais ça me permet de décrire les images des synthèses de que produit ce psychothèque, et surtout les aberrations de ces images de synthèse, donc les glitches, les bugs, tous les défauts de surface et de texture. Alors ça vaut pour le psychothèque, mais je pense que ça vaut aussi un peu de manière plus générale pour tout le livre. C'est que dans Voilà, la subjectivité alors peut-être pas de tous, mais la subjectivité d'un grand nombre de personnages, elle est conçue un peu comme une extension, comme un prolongement des technologies ou des médias qu'ils utilisent. Donc il y aurait les réseaux sociaux, les applications pour Matt et Lauren, et pour un autre personnage qui est Janet, qui est la présentatrice télé sur la chaîne locale Voilà TV News. Elle, sa subjectivité, elle est un peu conçue comme un prolongement du fond vert qu'on projette derrière elle tous les soirs. Donc il y a ces deux cercles-là principaux, je pense, dans le récit, le cercle des relations familiales, le cercle des relations de voisinage. Et ces deux cercles, ils vont se retrouver coupés par une trajectoire extérieure, pas dès le début, dans le premier tiers, je pense à peu près, qui est un personnage, qui est un pasteur, et qui est aussi un homme d'affaires, et qui est également un homme politique, et Voilà va suivre aussi un peu son ascension, donc dans la ville de Voilà et dans les villes moyennes aux alentours. Il n'y a pas vraiment de grandes villes dans le récit. Et ce pasteur, c'est une compression de plusieurs choses. Il est inspiré de deux téléévangélistes américains de fin des années 70, années 90, mais il y en a un des deux qui est encore en activité aujourd'hui. L'un d'eux, c'est Gene Scott, sur lequel Werner Herzog avait fait un documentaire en 81, God's Angry Man. Et ce qui m'avait frappé chez Gene Scott, et ce que j'ai repris, mais ce qu'on retrouverait chez d'autres, c'est le rapport à l'argent. Parce qu'au début du documentaire de Herzog, on le voit en train de... Donc il est en studio, on est en train d'enregistrer son prêche qui sera ensuite diffusé à la télévision. Et il hurle donc sur la caméra, donc sur ceux qui seront les futurs téléspectateurs, qu'il n'a pas assez d'audience, donc pas assez d'argent, que c'est une bonne raison de hurler, que c'est l'honneur de Dieu qui est en jeu chaque soir. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai un peu repris de ce personnage. Et l'autre, c'est Jimmy Swaggart, et qui là a plutôt nourri la figure du pasteur pour son jeu corporel sur scène, la manière de se déplacer, le recours aux larmes aussi, parce qu'il avait été pris en photo avec une prostituée et il s'était ensuite excusé donc au milieu d'un prêche télévisé, et donc il y avait un gros plan sur son visage en larmes. Et l'autre aspect de ce pasteur, enfin disons plutôt sa matière littéraire, enfin son existence textuelle, elle emprunte beaucoup au compte Twitter de Donald Trump. Et je dirais que en fait toutes les techniques de communication, le type d'adresse, donc la véhémence, mais aussi l'espèce de raquette psychologique que ce pasteur opère sur son public, l'apparence aussi, il y a les voitures de sport, les blousons, la casquette. Ça s'inspire de l'image médiatique que véhicule Donald Trump, mais ça va aussi chercher vers une autre époque qui serait plutôt les années fin des années 40, les années 50. En fait, ça s'inspire aussi d'un livre de Leo Lowenthal et Norbert Guterman qui s'appelait Prophets of Deceit, une étude des techniques de l'agitateur américain. Et donc ce personnage du pasteur, il est aussi inspiré de ce personnage-là, de l'agitateur américain, et du type de discours qu'étudient Leo Lowenthal et Norbert Guterman. Et pour finir aussi sur ce pasteur, ce qui est important dans le récit, c'est qu'il n'est pas central. Il aurait pu l'être après tout, mais il est vraiment à la périphérie.
Mais même s'il est à la périphérie, il va affecter, alors à des degrés variés, mais il va vraiment affecter tous les autres personnages. Et c'est aussi cette influence-là que voilà essaye de situer ou de ressaisir. Et s'il n'est pas central dans le récit, je pense qu'il y avait 2 raisons. La première raison, c'est tout simplement pour pas reprendre une structure qui était déjà celle de Mister ou de Beast, où il y avait un peu un personnage de leader qui a une fonction de pivot, donc c'était pour expérimenter autre chose. Et il y a une autre raison qui là est directement une phrase de l'écrivain allemand Sebald. C'est dans De la destruction comme élément de l'histoire naturelle, où Sebald écrit qu'il existe un rapport entre la catastrophe qui s'accomplit sous le fascisme hitlerien et la gestion des sentiments intimes de la famille bourgeoise allemande. Et donc je pense que si le pasteur il est à l'écart, enfin il opère à la marge, à la périphérie, c'était aussi pour que le récit puisse essayer de donner à sentir tous ces contextes-là intimes et tous ces affects dans lesquels émergent et dans lesquels s'ancrent tous ces discours autoritaires. Voilà. C'est vrai que à part Neko Café, en fait, c'est tous des récits américains, quoi, je crois. Je pense que c'est parce qu'il y a directement une dimension de fiction dans ce qu'on voit aussi des États-Unis, et là en plus avec une personne comme Trump, alors qui nous déplace. Peut-être que Obama c'était plus, on pourrait dire Kennedy c'était les présidents et le cinéma, Obama les présidents et les séries télé, enfin un certain type de séries télé, et Trump c'est les présidents et la télé-réalité ou Twitter donc c'était oui, pour cette dimension, cette manière de lier tous ces éléments-là à la politique, ouais. Parce que c'est à nouveau américain. Mais bon, cela dit, c'était pour Beast, je sais plus quelle. Certaines personnes me disaient que ça faisait aussi penser éventuellement à Sarkozy et Carla Bruni, ce qui n'était pas mon idée, mais comme quoi ça peut aussi évoquer d'autres choses.